Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 1771, La Belle et la Bête, scène fantastique à la cour de France. Écrit et lu par Mélanie Traversier. La scène est en Perse. Venu du golfe d'Ormuz, un négociant cueille une rose dans le jardin du monstrueux Azor. Pour expier cette faute, le marchand doit sacrifier l'une de ses 3 filles, Zémire. La Belle rejoint la Bête en son palais. Si l'intrigue nous est aujourd'hui familière, elle n'était pas nouvelle non plus pour la cour du roi Louis XV, lorsque cette dernière découvrit, le 9 novembre 1771, au château de Fontainebleau, Zémire et Azor, le spectacle imaginé par le librettiste et essayiste Jean-François Marmontel et le compositeur André Grétry. Cette œuvre, qui célèbre la justesse des sentiments chers aux Lumières, entérine la promotion de l'opéra comique, non seulement en France, mais en Europe. Et sa postérité contribue à terme à la diffusion d'un modèle narratif archétypal à l'échelle mondiale. Puisant dans le répertoire antique des métamorphoses d'Apulée et s'inspirant notamment de son Âne d'or, plusieurs ouvrages à succès parus au milieu du XVIIIe siècle avaient déjà fait connaître le conte. En 1740, Gabrielle Suzanne Barbault de Villeneuve a publié un petit récit féerique intitulé « La Belle et la Bête » dans son recueil « La jeune américaine et les contes marins ». Une jeune créole, éduquée en France métropolitaine, retourne à Saint-Domingue chez ses parents, de riches planteurs. Son long périple transatlantique est animé par les histoires, les contes marins, que livrent tour à tour les passagers et le capitaine pour la distraire. Proposée par la femme de chambre de la jeune héroïne, La Belle et la Bête ouvre la série des contes. Nivelle de la Chaussée s'en inspire à son tour pour sa pièce Amour pour amour, programmée en 1742 à la Comédie-Française. Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont en donne ensuite une version abrégée retentissante, mais édulcorée et moralisante, dans son ouvrage pédagogique Le Magasin des enfants, qu'elle fait paraître à Londres en 1757. C'est cette variante que reprennent Marmontel et Grétry pour mettre en scène et en musique ce récit initiatique teinté de féerie. Au début des années 1770, le choix d'un tel livret pour un spectacle musical n'est pas surprenant. Le merveilleux a souvent été exploité aussi bien par la tragédie lyrique française, proposée sur les scènes exclusives de l'Académie royale de musique, que par le théâtre de foire. L'un et l'autre y trouvaient des ressorts dramaturgiques et allégoriques inépuisables. Les résonances orientales de l'histoire ne pouvaient par ailleurs que charmer un public lettré, déjà largement conquis par les mirages du livre des 1001 nuits qu'Antoine Galland avait traduit au début du siècle. En revanche, en novembre 1771, il est assurément audacieux de proposer à la cour un genre musical encore rattaché symboliquement à la foire, en l'occurrence un opéra comique, caractérisé par l'alternance de parties dansées et chantées et de le faire entièrement interprété par la troupe de la comédie italienne. L'effronterie peut paraître d'autant plus grande que le spectacle est donné à Fontainebleau, dans le cadre des cérémonies princières célébrant les fiançailles du dauphin, le futur Louis XVI, et de Marie-Antoinette, née archiduchesse d'Autriche. Certes, les ambitieux tableaux chorégraphiques qui scandent la pièce et la richesse des costumes et des décors conçus pour sa création masquent les origines peu aristocratiques du spectacle. Certes, la première édition imprimée du livret évoque sobrement une comédie-ballet, s'insérant ainsi dans la tradition du ballet français et dans l'héritage du théâtre molièresque. Mais le Zémire et Azor de Marmontel et Grétry fait définitivement entrer l'opéra comique à la cour, c'est-à-dire dans le plus prestigieux des espaces culturels. Car les temps changent pour la vie musicale française, telle qu'elle est polarisée et structurée dans et autour de la capitale. En effet, la hiérarchie des genres théâtraux et musicaux que le système de privilèges entérinait depuis le règne de Louis XIV vacille. Le théâtre français, dont la comédie française est la scène attitrée, et la tragédie lyrique française, telle qu'elle avait été conçue par le Florentin Giovanni Battista Lulli,
et dont les opéras de Jean-Philippe Rameau étaient devenus emblématiques, ne font plus l'unanimité. Des genres plus légers, souvent inspirés par la comédie et les opéras bouffes italiens, remportent un succès de plus en plus vif. Cela n'est pas qu'une affaire de goût. Il s'agit aussi d'une question éminemment politique qui interroge la construction discursive d'une certaine identité française. Ravivant dans le champ musical la polémique entre les anciens et les modernes, la querelle des bouffons qui avait éclaté après la représentation de la Serva Padrona de Pergolèse par une troupe italienne à l'Académie royale de musique et non sur une scène secondaire, la polémique a ainsi opposé entre 1752 et 1754 les partisans de la musique française et ceux de l'opéra italien. Rousseau, subjugué alors par l'allégresse de la partition de Pergolèse, assure dans ses Confessions que la confrontation entre l'opéra bouffe italien et la tragédie lyrique française déboucha les oreilles françaises. La controverse dépassait le débat sur la répartition symbolique et hiérarchique des genres de spectacles entre les scènes à privilèges parisiennes. À travers le débat sur la supériorité culturelle de la musique et de la prosodie française, elle interrogeait l'identité même de la France, son génie national. Fallait-il vraiment placer l'identité française du côté de la raison, de la noblesse virile, censément illustrée par son art dramatique, donnant la primauté au verbe et à la prosodie, en opposition au caractère exubérant, féminin, désordonné, attribué à la nation italienne, telle qu'elle s'exprimerait à travers sa langue et sa musique. Or, depuis la création à la Foire Saint-Germain, le 3 février 1715, du Télémaque de Lesage et Fuselier, qui parodiait la tragédie lyrique de Destouches, alors programmée par l'Académie royale, l'opéra comique déjouait ses filiations nationales. Comme du reste, il détournait les assignations dramatiques traditionnelles en intégrant des morceaux chantés dans des parties parlées et inversement. Les opéras de Charles-Simon Favart, qui parodiaient à leur tour les opéras français des années 1730 et 1740, puis ceux d'Antoine d'Auvergne, notamment ses Troqueurs, donnés le 30 juillet 1753 à la Foire Saint-Laurent, consacrent le succès public. Grétry, formé dans une manécanterie de Liège, mais qui a perfectionné pendant plusieurs années son talent à Rome, s'insère parfaitement dans cette généalogie des musiciens qui ont su mêler les influences musicales et exploiter les opportunités de la capitale française. Dans la géographie musicale européenne, encore marquée par la suprématie des théâtres d'opéra italiens, Paris est certes un pôle secondaire, mais un pôle attractif, comme en témoignent par exemple les 2 séjours de Wolfgang Amadeus Mozart, l'un enfant, l'autre au début de sa carrière d'adulte professionnel. La ville est animée par le dynamisme de l'édition musicale, la multiplication des lieux de consommation musicale et par la vitalité des débats intellectuels autour de la musique. Grétry est arrivé à Paris en 1767, suivant en cela les conseils de Voltaire qui le reçut à Ferney. C'est à Paris, c'est là que l'on vole à l'immortalité. Dès 1768, Grétry s'associe avec Marmontel. Membre de l'Académie française, encyclopédiste, auteur reconnu des contes moraux, ce dernier est déjà une figure de la vie littéraire. Le premier opéra comique né de leur collaboration, le Huron, monté par la Comédie italienne en 1768, est un succès. Le jeune compositeur signe un coup d'essai, le chef-d'œuvre d'un maître qui élève l'auteur sans contradiction au premier rang, comme le relève la correspondance littéraire de septembre 1768, insistant sur son style purement italien. D'autres triomphes suivent pour Grétry, avec Marmontel encore, puis avec Michel-Jean Sedaine, à qui Grétry doit notamment le livret d'un opéra comique historique, Richard, Cœur de Lion. Par ses œuvres, mais aussi par ses propres écrits sur sa carrière et la musique en général, par ses échanges fréquents avec les encyclopédistes, dont son ami Denis Diderot, tous considérant la musique comme un objet philosophique et politique à part entière, Grétry a contribué à la légitimation de l'opéra comique. Cette promotion culturelle a été attestée et parallèlement consolidée par l'institutionnalisation progressive du genre.
En 1715, la troupe de forains de Catherine Baron et Gauthier de Saint-Ène avait été la première à obtenir un privilège pour présenter un opéra comique et prendre un nom de compagnie éponyme. Bien des années plus tard, en 1762, l'attribution du statut de théâtre royal accélère le mouvement d'accréditation culturelle à l'occasion de la fusion de la comédie italienne avec la troupe de l'Opéra comique des Foires et de leur installation conjointe à l'Hôtel de Bourgogne. C'est justement sur la scène de l'Hôtel de Bourgogne qu'est programmée la deuxième représentation de Zémire et Azor, le 16 novembre 1771, une semaine après la première donnée à la cour. Dans le sillage de ce succès parisien, l'opéra connaît une large et rapide diffusion européenne, s'accompagnant souvent des traductions du livret de Marmontel. Alors qu'il sillonne l'Europe pour en dresser l'inventaire des pratiques musicales, l'anglais Charles Burney assiste le 15 juillet 1772, lors d'un séjour à Bruxelles, à une représentation proposée en français. Mais le 6 août suivant, il entend à nouveau l'opéra comique à Mannheim, cette fois-ci en allemand. En 1774, Zémire et Azor est présenté à la cour de Saint-Pétersbourg. Le 22 juillet 1778, l'opéra est donné pour la première fois en suédois au palais de Drottningholm devant la famille royale. L'année suivante, le public londonien du King's Theatre découvre à son tour le spectacle. Régulièrement reprise sur les scènes françaises jusqu'aux années 1860, l'œuvre de Marmontel et Grétry n'a été ensuite plus que rarement produite au théâtre. Au XXe siècle, c'est plutôt le cinéma qui met sa technique et sa puissance visuelle au service du merveilleux et du conte imaginé par Madame de Villeneuve. Dès 1899, les frères Charles et Émile Pathé présentent un court-métrage inspiré du récit fantastique. Avec une audience internationale nettement plus considérable, Jean Cocteau réalise en 1946 La Belle et la Bête, avec Josette Day et Jean Marais dans les rôles-titres. Le film, qui reçut le prix Louis Deluc, impose durablement dans l'imaginaire du public occidental la crinière léonine et l'excessive pilosité d'Azor comme marqueur de sa monstruosité. Ce modèle iconique a inspiré toutes les adaptations ultérieures mondialisées, qu'elles soient destinées au public enfantin de Walt Disney en 1991 ou aux spectateurs plus âgés, amateurs d'un fantastique mêlé d'érotisme, récemment servi par exemple par le réalisateur Christophe Gans en 2011, puis par Bill Condon en 2017, cette fois-ci avec Emma Watson et Dan Stevens. Mais c'est sans doute encore un opéra qui demeure le plus fidèle à la vision de Cocteau, celui créé en 1994 par le compositeur américain Philip Glass, qui a conçu une partition directement inspirée des images du film. Circulant à travers les âges et entre les genres, voyageant de la cour de France au studio hollywoodien, les amours de Zémire et Azor, les amours de la Belle et la Bête continuent de célébrer la sincérité des sentiments que les encyclopédistes prisaient tant.